Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec notre invité, un invité du jour qui est un journaliste précieux qui nous permet de mieux comprendre évidemment la complexité du monde à l'heure du dîner, mais pas question même pour lui de nous plomber la soirée et l'ambiance en raison d'une actualité souvent malheureusement dramatique. Dans son journal qui est le plus regardé, faut-il le rappeler, de France mais aussi d'Europe, il arrive toujours à trouver une petite respiration, une petite touche, un lancement qui peut nous faire sourire. Ancien correspondant également à Londres et à Washington. Il s'arrête ce matin sur ce plateau pour revenir sur les dernières prouesses technologiques du journal de 20h de TF1, mais aussi pour se projeter dans l'avenir. Avec nous, Gilles Boulot, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Gilles. Bienvenue dans le Buzz Télé. Vous présentez le journal télévisé de 20h chaque soir, je rappelle, sur TF1. Un rendez-vous qui rassemble en moyenne plus de 7 millions de téléspectateurs. Un rendez-vous fédérateur dans lequel vous racontez l'actualité qui rythme la France, mais aussi le reste du monde. Entre les dizaines de milliers de morts du Covid, les affaires d'inceste, les faits divers sordides, on en connaît un certain nombre en ce moment, les violences urbaines ou encore le procès Sarkozy, c'est pas facile de garder le moral quand on est un présentateur de journal télévisé. Non, et puis c'est pas facile de transmettre des choses positives. Je vais vous faire une confidence, je suis très ami avec mon coiffeur. Christian, si tu me regardes. Plutôt réussi. Et Christian me dit, Gilles, c'est bien vos journaux, mais qu'est-ce qu'on se prend? C'est quand même très dur. Et je lui dis, une grande partie de ma journée est consacrée à amoindrir la dureté du monde. Voilà, il ne faut pas effacer, on n'est pas là pour nier les choses. Mais c'est vrai que déjà depuis un an, il y a une grande partie de l'actualité est connotée Covid. Et donc, nous, notre volonté, c'est de produire des antidotes. Et donc, on fait toute cette actualité-là. Et puis, on essaie de s'ouvrir au monde, de montrer la beauté du monde, de montrer la vie qui va, la vie qui continue. Voilà. C'est un peu votre remède antidépression, entre guillemets. Mais oui, parce que dans cette période de pandémie qui est affreuse, il y a aussi la vie. Il y a aussi les enfants qui vont au solfège, il y a aussi les gens qui gardent des liens d'amitié, il y a aussi... Voilà, il y a tout ça. Donc on essaie de tenir la balance à peu près équilibrée entre tout ça. Donc Christian, j'y travaille. C'est lui si Christian nous écoute ce matin. Sans doute. Vous l'avez compris, nous sommes en direct sur Figaro Live avec Gilles Boulot, diffusé, je rappelle, sur lefigaro.fr, mais également la page Facebook de TV Mag. Est-ce que vous faites partie des fidèles du journal de 20h de TF1 Est-ce que vous avez aimé le style, vous appréciez le style de Gilles Boulot? Dites-nous tout en attendant vos réactions ou vos remarques. Eh bien, on retrouve tout de suite Damien Canives pour les news médias du jour. Et tradition oblige, Gilles Boulot, on démarre toujours les news médias du jour par les audiences télé de la veille. Alors effectivement, c'est pas compliqué. Jean-Luc Reichmann, il cartonne à la mi-journée dans les 12 coups de midi. Et bien il cartonne également dans sa fiction Léo Mattei. Hier, la première chaîne de France diffusait la 8e saison de cette fiction portée donc par Jean-Luc Reichmann. 5,3 millions de téléspectateurs se sont rassemblés en moyenne devant ces deux premiers épisodes, soit 24,1% de part d'audience. C'est un score colossal. À titre de comparaison, c'est même 2,4 millions de téléspectateurs de plus qu'M6 qui dégainait un film de science-fiction intitulé Seven Sisters. France 2, quant à elle, enfile la médaille de bronze avec un nouveau numéro d'envoyé spécial consacré entre autres à l'expropriation. Et enfin, on termine avec C8 qui a rencontré hier un véritable carton grâce à un programme, on va dire, assez nostalgique. Il s'agissait de Love Story, fête ses 20 ans. Alors TMC avait d'ailleurs diffusé aussi une émission hommage avant-hier. Il y avait à peu près 900 000 téléspectateurs. Et bien hier, c'était 1,2 million de nostalgiques qui se sont rassemblés devant cette émission présentée par Benjamin Castaldi où il recevait un certain nombre de lofters. Voilà. Léo Mattei, Jean-Luc Reichmann pointe un peu et tire la sonnette d'alarme sur les dangers qui guettent les enfants. Je crois que vous avez 2 filles, Gilles Boulot. Est-ce que vous-même, vous avez justement, par prudence, donné un certain nombre de conseils à l'égard de vos filles, justement, sur ce monde parfois hostile, on va dire, sur la jeunesse et l'adolescence? Bon, mes enfants sont grands maintenant, mais non. D'abord, mes enfants, ils ont grandi à l'étranger. Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais bon, le danger est partout. Non, je leur ai dit que le monde était quand même peuplé globalement, statistiquement, de gens bienveillants et respectueux, et que voilà, non, je les ai pas trop élevés dans cette psychose-là. Non.
On poursuit les news médias avec Moundir qui est sorti de l'hôpital mais qui n'est pas encore en grande forme. Exactement, ce visage emblématique de Koh Lanta avait contracté le Covid-19 en mars dernier. Très vite, les premiers symptômes sont apparus, des courbatures, une fatigue intense, mais surtout, et encore un peu plus inquiétant, une toux et des difficultés respiratoires. Alors Moundir, qui n'a que 47 ans, s'est donc rendu plusieurs fois aux urgences de l'hôpital Ténon à Paris avant d'y être admis au service des maladies infectieuses le 22 mars. Malheureusement, son état de santé s'est rapidement détérioré, obligeant le personnel de santé à le placer en réanimation. Il y restera même 4 jours. Aujourd'hui, Moundir est sorti de l'hôpital. Il publie même régulièrement des nouvelles sur son compte Instagram. Il a perdu 18 kilos, 60% de sa masse musculaire s'est volatilisée et ses poumons ont été infectés à hauteur de 75%. Alors, il doit réapprendre à marcher notamment, à respirer, à se laver et même à trouver le sommeil. Voilà les précisions qu'il a apportées sur ses réseaux sociaux. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de courage pour cette période qui, hélas, s'annonce assez difficile et longue pour lui. C'est pas très fun, comme on dit. Vous avez été vous-même confronté au Covid, à des cas de Covid et oui, des gens proches. Un ami qui vraiment a été extrêmement respectueux de tous les gestes pendant 1 an. Et puis, il habite dans un village et il a bu un coup à 2,50 m d'autres personnes. Et il a été sous oxygénothérapie pendant 8 jours. Il a perdu 10 kilos. Et c'est faux. Il faut être d'une prudence. Moi, je passe 14 heures par jour avec un masque. On n'est jamais trop prudent. Ouais. On n'est jamais trop prudent parce que c'est un virus qui est invasif. Et donc, il faut... Voilà, c'est pour ça qu'on est un peu dans ce monde un peu figé. Hein, voilà, donc, mais soyons prudents. Mais la lumière est au bout de la route. Bientôt. On va se revoir. J'y mets peut-être vous me réinviterez peut-être dans 2 mois, 3 mois. On sera à 15, 20, 25, 30 millions de personnes vaccinées, 35 millions, 50 peut-être. Ouais. On fera enfin la fête. Ouais. Pas faire les foufous, mais on fera peut-être la fête. On boira peut-être on peut accrocher des boules à facettes. Hein, voilà. Hein. Je viendrai avec un costume pailleté si vous voulez. C'est une première sur ce plateau. Enfin, on termine ces infos médias avec une info qui nous vient tout droit des États-Unis, que vous connaissez et qui concerne la chaîne Fox News. C'est ça va vous intéresser, cher Gilles Boulot. L'ancien chef de la diplomatie Mike Pompeo, qui s'est illustré sous la présidence de Donald Trump, rejoint effectivement Fox News en tant que collaborateur, selon les termes de la chaîne d'information en continu. Alors, pas question pour lui d'incarner une rubrique People ou autre chose. Il va rester dans son domaine de compétence, à savoir la politique et plus particulièrement les relations internationales. J'ai l'intention de donner aux téléspectateurs un regard franc et direct sur les politiques America First qui ont permis de tracer la voie d'une prospérité et d'une sécurité sans précédent aux États-Unis. Voilà, c'est ce qu'il a indiqué dans un communiqué. Autrement dit, il devrait assurer, on va dire, le service après-vente de l'administration Trump. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Fox News recrute un membre de l'entourage de l'ancien président des États-Unis, puisqu'on rappelle que le mois dernier, la chaîne avait recruté Lara Trump, qui est la belle-fille de l'ancien président des États-Unis, qui s'est également illustrée en tant que conseillère lors de la dernière campagne présidentielle. Tout se fait en famille. Je rappelle, vous avez été correspondant, je crois que c'était 5 ans à Washington. 6 ans, 7 ans même, en 2 fois. Ouais. Pour TF1, le regard que vous portez justement sur cette transition qui a plutôt été chaotique entre, évidemment, Donald Trump et Joe Biden. Il y a eu la nuit folle du Capitole, déjà, qui est juste incroyable. Et on était interdits. On avait du mal à croire que la première puissance, notamment première puissance militaire du monde, puisse vaciller sous les coups de boutoir d'un gars avec deux cornes de roc là, en peau de bête. Et donc c'était incroyable. En même temps, on avait vu les choses venir dans les minutes et les heures qui précédaient avec Trump qui lui buvait des coups pour le coup et qui excitait la foule et qui a fait ce discours totalement incroyable en disant venez au Capitole. Donc c'est venez c'est venez dans, à côté, au-dessus. Voilà. Et donc il y a eu cette invasion totalement folle. Vous pensez que ça pourrait se produire ça en France, ce genre de mini coup d'État ? Il se trouve qu'à ce moment-là, quand c'était intervenu, je suis allé sur LCI et j'ai osé une comparaison avec le 6 février 1934. C'est-à-dire que le 6 février 1934, il y a des ligues factieuses qui sont approchées très près de la Chambre des députés. Et puis dans un autre pays très structuré, démocratique, transparent qu'est l'Allemagne, il y a eu aussi quelques dingues qui sont allés sur les marches du Parlement il y a quelques mois. Donc tout est possible, bien sûr, tout est possible. Merci Damien, c'est News Média du jour. Et tout de suite, on enchaîne avec l'interview du Bostelier. C'est parti. Ah bon? Gilles Boulot, vous tenez les rênes du journal télévisé de 20h. Je rappelle, chaque soir sur TF1, rendez-vous au cours duquel vous dévoilez les grands faits d'actualité qui secouent notre quotidien. Et depuis plus d'1 an, il ne se passe plus une journée sans qu'on parle, en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, du coronavirus et des mesures sanitaires. Pour un journaliste qui exerce ce métier pour la diversité de l'actualité, est-ce que c'est pas un peu frustrant d'être empêtré dans un seul et même sujet tous les soirs? Il y a cet aspect-là, et il y en a un autre qui est une remise en cause de votre savoir ou de votre non-savoir. C'est-à-dire que moi, depuis
1 an, je suis devenu un peu monothématique. Dans ce que je lis dans la presse, dans le Figaro, partout, les 3/5 de l'objet de ma curiosité, c'est le Covid. L'épidémiologie, les vaccins, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc je n'ai pas acquis un savoir encyclopédique, mais je n'y connaissais pas grand-chose. Et pour nourrir le journal, nourrir le questionnement, avoir des idées de sujets, il faut apprendre sur le Covid. Donc humblement, comme un apprenti étudiant en médecine en sous-première année, j'apprends, mais c'est intéressant sur qu'est-ce que c'est que la vaccination. Non, ça m'intéresse, pardon de le dire, mais ça m'intéresse. C'est un objet journalistique intéressant, en même temps que c'est un drame. Et omniprésent. L'épidémie a profondément bouleversé votre quotidien. Il vous arrive de prendre l'antenne également en plein après-midi pour retransmettre, je rappelle, les conférences de presse du gouvernement, du ministre de la Santé. Pour quelles raisons, d'ailleurs, les diffusez-vous sur TF1 alors que LCI, la chaîne info du groupe, je rappelle, est déjà sur le coup? C'est quoi l'intérêt de cette double diffusion? C'est d'occuper le terrain? Non, mais je pense que moi, j'ai toujours considéré que nos sessions, nos journaux d'information étaient au service du public. Et bien là, quand on pressent qu'une forme de changement important dans notre vie quotidienne va intervenir à 17h30 ou à 18h, nous sommes au service du public. Donc on casse l'antenne et on dit au public, écoutez, voilà, donc je n'en sais pas plus que les téléspectateurs qui nous regardent. Et voilà. Donc on essaie de contextualiser, d'expliquer un petit peu avec des médecins, des épidémiologistes, des journalistes, de politiques ou scientifiques. Et puis à 18h, voilà, je n'en sais pas plus que vous à 18h quand Jean Castex et les ministres prennent la parole. Damien, première réaction aux questions des internautes. Effectivement, il y a beaucoup de réactions là sur la page Facebook de TV Magazine. On salue Véronique notamment, qui vous aime beaucoup, voilà, qui vous remercie également de montrer parfois autre chose que la pandémie. Bettina, qui vous regarde tous les soirs, est avec nous également sur la page Facebook de TV Magazine. Et on va prendre une question d'Alexandre qui souhaite savoir quel genre de relation entretenez-vous avec votre concurrente Anne-Sophie Lapix, qui est effectivement au même créneau sur France 2. Alors, très bonne relation parce que c'est une copine de longue date. Ouais. Alors, on n'a pas travaillé exactement ensemble, on s'est relayé à LCI, aux temps anciens. Elle y est arrivée quand je suis reparti. Et j'allais dire, on mange ensemble de temps en temps. On mangeait ensemble de temps en temps. Et donc, voilà, 2-3 fois par an, on s'échange des mots. On est plutôt proches. La concurrence est très saine entre TF1 et France 2. Hein. Oui. On parle beaucoup de la guerre des audiences entre les deux JT. En réalité, vous avez vu le match entre le Bayern et le PSG. On se fait des bises à la fin du match. On se met des tampons, comme au rugby. Voilà. Donc, c'est une concurrence qui est saine. C'est une concurrence qui fait que nos journaux sont bons et les journaux de la maison d'en face sont très bons. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc j'ai de très bons rapports avec Anne-Sophie. Autre nouveauté installée en période de Covid-19, une sorte de pré-journal baptisé l'édition spéciale depuis plusieurs semaines. Est-ce que c'est un tour de chauffe avant le JT? Ça sert à quoi concrètement? C'est un sacré tour de chauffe. Je vous confirme, c'est un sacré tour de chauffe. C'est un pas de côté. En édition, on dirait que c'est un tiré à part. Vous savez, c'est une édition spéciale, c'est une tautologie, puisque le titre, c'est ça. Et donc, on va essayer de creuser un sillon qu'on ne creusera pas aussi profondément pendant le journal. Hier, par exemple, j'avais une formidable médecin réanimatrice à Béclair. Et j'avais envie de lui demander, mais cette vague-là qui s'écrase un peu de contamination, est-ce que vous la voyez, vous, dans un service de réanimation? Et on a pris le temps avec elle de parler de ça. Un temps que je n'aurais pas eu, en tout cas sur cette distance-là, dans le journal de 20h. Donc c'est très intéressant. Et le matin, on conduit la rédaction en chef avec le journal et en parallèle le 19h45, qui va nous aider à avoir un tableau complet. Donc je vous invite, allumez votre télé un petit peu plus tôt, 19h45, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est dit. Damien. Allez, on va prendre un commentaire de Pascal de la Tour du Pin qui nous regarde en ce moment, la présentatrice de la matinale d'LCI. Coucou Agile, un formidable journaliste et un homme profondément humain. Voilà, c'est le message de sympathie qu'elle vous envoie. Et on va prendre une question tout de suite de Sandrine sur Twitter qui aimerait savoir dans quelle mesure vous êtes impliqué dans la préparation des sujets. C'est vrai qu'on vous voit à l'antenne en train de faire des lancements, mais dans quelle mesure vous élaborez effectivement les reportages que vous diffusez? L'écriture. On est une cellule de rédaction en chef, on est 4. Mes 3 camarades et moi, et on y passe la journée. On impulse les sujets, ça peut être 1 heure avant l'antenne si quelque chose de catastrophique et d'imprévu est intervenu, ça peut être 3 mois avant l'antenne si c'est quelque chose de longue haleine, et puis on pilote les sujets, on les visionne, on les corrige, on les amende, les fameuses V1, alors c'est pas diffusé, V1 c'est la version 1, mais vous avez quelquefois une V2 ou une V3 pour que le sujet soit aussi bon que possible. Et vous avez beaucoup de sujets dans un journal et vous avez beaucoup de journaux. Donc c'est beaucoup de travail et j'en sors vers midi et demi. 9h30, 12h30. On a une grande salle de conférence. Il y a tout ce travail d'élaboration du conducteur, ce que vous appelez le chemin de fer en presse écrite, et puis de visionnage on affine les sujets jusqu'au bout du bout.
Depuis l'arrivée du virus en France, le gouvernement a mis en place des restrictions sanitaires strictes pour les citoyens. Les journalistes du 20h sont également des citoyens, faut-il le rappeler. Est-ce que ça vous a contraint à organiser la rédaction du JT avec du travail à distance, notamment pendant le confinement ? Et on a eu beaucoup. Pendant la première vague, mars, avril, mai, beaucoup de mes copains on avait loué des appart-hôtels dans Paris, des voitures, et donc ils produisaient, ils vivaient à deux chambres, une salle de bain, ils montaient leurs sujets, nous les envoyaient. Ils étaient en voiture, ils étaient masqués, ils avaient mis des petites bonnettes au bout de leur micro. Donc je voyais leurs sujets, et physiquement, il y en a que je n'ai pas vu pendant 2 mois. Donc j'étais avec eux sans être avec eux, et ça tournait, ils allaient se reposer. On faisait comme des cars sur un grand paquebot dans la tempête. Et c'est Thierry Tuillier qui a imaginé ce système quand on a compris qu'en fait la pandémie s'approchait dangereusement de nous, là vers fin janvier, début février. Et ça nous a permis, dans cette période qui a été terrible, les premiers mois de mars à juin, de continuer à produire des journaux qui étaient longs, qui duraient 1 heure, avec des reportages. Et c'est dur, c'est une évidence, mais il faut le répéter, c'est dur de produire des reportages. C'est l'essence de notre job, mais c'est dur. Ça s'est allégé aujourd'hui, cette organisation ? Oui, un peu. Il y a moins de gens en télétravail, en tout cas dans la rédaction, mais voilà, et il peut y avoir des cas contacts, il faut traiter les choses, il faut être d'une grande prudence. Je vous l'ai dit, on est masqué tout le temps, j'enlève le masque juste avant de prendre l'antenne, je le remets après. Voilà, on parlait de la cantine tout à l'heure, on n'est pas nombreux. C'est un plateau assez vide. Damien. Allez, on va prendre une question de Samy qui note aujourd'hui que vous êtes très célèbre et il souhaite savoir comment vous gérez cette célébrité. C'est vrai que lorsque vous êtes arrivé en juin 2012 aux commandes du JT de 20h, les gens vous connaissaient parce qu'on vous voyait effectivement en tant que correspondant à l'étranger, mais maintenant vous êtes une vraie tête d'affiche. Comment vous gérez le fait que les gens vous reconnaissent dans la rue ? Christian, je m'adresse à nouveau à vous. Votre coiffeur. C'est votre coach. Je n'ai pas changé depuis 2011 et mon retour en France. Je m'en occupe pas trop. En fait, je suis assez focalisé sur mon travail et je m'étais fait le serment personnel et à mes proches de ne pas changer, de ne pas devenir dingo au bout de 3 mois, 6 mois. Non. Donc je pense que si on est prédisposé à ne pas le devenir, on ne le devient pas. Mais lorsque vous J'ai quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Jean-Pierre Pernaut. Ouais. Il a fait quoi, 33 ans de 13 heures. Il n'a jamais pris le melon, il n'a jamais pris la grosse tête. C'est quelqu'un qui est toujours resté profondément humain. Il aurait pu faire 15, 20 années en plus de 13 heures. Il serait resté comme ça. Donc je pense, voilà, si vous n'avez pas ça en vous, vous ne l'avez pas. Mais cette incursion dans votre vie privée n'est pas pénible, si j'ose dire. Quand vous partez en vacances, les gens viennent vous voir, j'imagine, dans la rue. Pas trop. En plus, moi, je fais pas mal de courses à pied, donc je suis toujours un peu dépenaillé, pas très propre et tout. Les gens me voient, on fait des selfies, j'ai pas de problème. Non, mais en revanche, j'ai mis une frontière étanche, il y a ça. Et puis il y a ma vie privée, mais comme je n'ai pas une vie privée très intéressante et que j'ai mis une frontière et que je ne donne rien, ça n'intéresse personne. D'accord. C'est formidable. On ne vous retrouve pas dans les magazines People à longueur de page. Non. Vous vous protégez. Magazine de course à pied une fois, mais c'était pas très intrusif. Oh, ça va. Ouais. C'est vrai qu'en plus, avec le Covid, il y a moins de paparazzi en ce moment en France. Ouais. Revenons au journal d'hier. Les téléspectateurs ont découvert l'une de vos dernières rubriques intitulée Terre augmentée. L'idée, c'est de tourner sur le terrain en utilisant la technologie de la réalité augmentée pour mieux voir l'avenir. Hier, vous étiez à Notre-Dame de Paris. Est-ce que l'avenir du JT se trouve dans ces prouesses technologiques ? Aussi. Oui, ça se trouve aussi. On ne peut pas faire un journal qui est assez, comment dirais-je, il y a un rituel dans le journal. Le journal de 20h, il est à 20h. Ça fait des décennies que c'est comme ça. Pardon d'enfoncer une porte ouverte. Et puis il va durer 30 ou 45 minutes. Une fois que vous avez ce cadre contraint, il faut être imaginatif. Il faut renouveler l'intérêt, renouveler le contrat d'intérêt, de confiance et de passion entre nous et les téléspectateurs. Donc il faut changer tout le temps. Cette séquence, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vue, elle est extraordinaire. Bon, c'était Michel Izard, qui est un copain journaliste qui a un talent infini, un infographiste aussi qui avait un immense talent, un JRI aussi, un reporter d'image. Et c'est formidable. Pour la première fois, moi, vous me demandiez quelle était mon implication dans le journal, quand j'ai visionné le sujet la veille, auquel on n'a pas changé une virgule ni un plan, tellement il était parfait, j'ai compris enfin ce qu'allait être Notre-Dame rénovée après les travaux. Je l'avais lu, etc. Je l'ai vu. Et c'est ça qu'on veut. C'est pas dire, regardez, c'est incroyable, l'infographie, la 3D, la réalité augmentée. Christian, mon coiffeur, ça n'intéresse pas plus que ça. Ce qu'il veut, et ce que je veux que mes proches voient, c'est dans quelle mesure TF1, le journal de 20h, peut vous aider à comprendre le monde. Ben voilà. Et donc hier, on a humblement rempli cette mission-là. Damien ? Allez, on va prendre une question de Thomas sur Twitter qui aimerait savoir si vous aimeriez présenter des magazines au sein du groupe TF1. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'Anne-Sophie Lapix. Elle présentait à un moment donné le Grand Échiquier aussi. Elle ne faisait pas que le 20h. Est-ce que vous aimeriez vous essayer à d'autres exercices ? Dans l'absolu,
pourquoi pas, dans la vie réelle, mon emploi du temps est déjà assez plein. Et puis, je ne fais pas que le journal. Je fais aussi, avec ma camarade Anne-Claire Coudray, on fait aussi les spéciales. Oui. Le 14 juillet, voilà, hier, on avait une réunion avec elle. Il n'est que temps, hein, on est en avril, donc ça fait des mois qu'on travaille dessus. Il y a les émissions politiques, il y a l'année prochaine qui se profile. Mais j'ai eu une expérience très intéressante, début 2015, avec Christophe de Chavannes. On a fait une émission qui durait 2 heures, 2 heures et demie, sur les 40 ans de la télévision. Vous aviez co-animé une émission, effectivement. C'était formidable. Ouais. Donc j'étais là, et avec ce monstre de la télé qui était d'une exigence, et on s'est super bien entendu, et c'était très très bien. J'étais un petit peu le petit nouveau dans la bande. Je le referais volontiers. C'est dit, ça fait presque 9 ans que vous occupez ce poste. Alors l'actualité en effet est différente chaque soir. L'exercice quand même que vous incarnez est toujours quand même le même. Il n'y a jamais une forme de lassitude, surtout en ce moment avec le Covid? Mais non. Mais non, parce que j'arrive le matin avec mon petit calepin et mon stylo, et je me dis qu'est-ce qui va m'intéresser. Il y a un peu d'égoïsme quand même. Comment on casse la routine? Surtout comment on répond aux questions qu'on se pose soi-même. Et donc, moi, le matin, j'ai envie de comprendre, pour le Covid, où est-ce qu'on en est de la vaccination, pourquoi les autres font mieux, pourquoi ils font moins bien, pour tel fait divers, que s'est-il passé vraiment, pour tel exploit sportif, est-ce qu'il est notable ou pas. Moi, j'ai vraiment un questionnement de collégien, d'adolescent que j'étais. C'était hier, avant-hier. Et donc, en me disant, j'ai envie de comprendre. Et en m'aidant moi-même à comprendre le monde, je trouve qu'on aide nos téléspectateurs à le comprendre. Il est complexe, le monde. Il n'est pas binaire, il n'est pas noir ou blanc. Et donc, on essaie, avec des moyens de narration journalistique, d'éclairer la complexité du monde. Et je trouve que c'est... Voilà, le cahier des charges est simple, hein. Il est assez compliqué à mettre en musique. Et l'adolescent que vous êtes pourrait rester à la tête du JT pendant 33 ans, comme Jean-Pierre Pernaut. Alors, a priori, vous passeriez le cap, je crois, des 80... Alors là, c'est l'adolescence attardée. Du troisième âge. Donc, j'ai un scoop pour vous, ça n'ira pas jusqu'au bout de mon adolescence. Non, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. En fait, je ne me pose pas trop la question. C'est pas mon avenir prévisible, c'est demain, c'est la fin de la semaine, et on verra. Et c'était formidable que cette aventure commence, mais je l'ai commencée à un âge où d'autres la terminent. J'avais, je sais pas, 48 ans, et puis elle se terminera un jour, et puis voilà. Et puis j'ai été reporter pendant 25 ans avec une passion incroyable, à l'étranger, dans le monde entier, et après le journal, il y aura un après. Et justement, le terrain, le travail de correspondant sur le terrain à l'étranger, vous manque pas? Un peu, des petites piqûres de rappel. D'être enfermé toujours dans un studio, dans une rédaction. Un peu, mais j'ai... Une question de Benoît aussi. Pardon ? Une question de Benoît aussi, qui se pose cette question-là. Non, en fait, je l'ai fait pendant plus de 25 ans, et moi, je trouve que j'ai eu le meilleur. C'est-à-dire quand vous êtes en Allemagne, à la frontière des deux Allemagnes, en novembre 89, c'est quand même bien. Quand vous êtes à la prestation de serment d'Obama, c'est quand même incroyable. Quand vous êtes dans la jungle avec Raoni en Amazonie, c'est... Voilà, donc tous ces rêves de gamin que j'avais de reportage, je les ai accomplis pour une bonne part. Et parfois, ils arrivent quand même à sortir du studio, il faut le rappeler, c'est le cas lors des opérations spéciales que vous évoquez, comme le 14 juillet, chaque année était fin des points, un dispositif assez important, colossal, pour faire vivre ce moment. Les envies sont déjà bien dessinées pour le prochain 14 juillet? Éteignez secret défense. Je vous dirai rien. Alors là, pour le coup, autant dans le déroulement d'un journal, on parlait d'Anne-Sophie, il n'y a pas de secret défense. Pour une émission aussi spéciale qui dure, c'est l'émission, sauf erreur, sauf les Jeux Olympiques, c'est l'émission en direct qui est la plus longue de l'année. On prend l'antenne, il est 7h30, on la rend, il est 13h, ça se prolonge quelquefois avec l'interview du président, pas tous les ans, et donc ça dure longtemps, et il y a une petite part d'improvisation, petite, mais il y a des mois et des mois de travail. Donc il faut construire quelquefois ex nihilo une séquence, en dehors du défilé, et des figures imposées qui sont très intéressantes. Et donc là, tout est possible, parce qu'on a des magiciens, on a Louis Baudin, on a Denis Brognard, on a Marie-Sophie Lacaro qui nous a rejoints, on a un rôle particulier pour elle cette année, je vous dirai rien. Voilà, il y a plein de choses, et puis il y a plein d'engins motorisés, aériens, il y a plein de choses. On vous verrait bien piloter un Rafale éventuellement ? Alors piloter, non, parce que ça coûte quand même 130 millions, cette truc. En revanche, l'an dernier, j'étais avec mes camarades de la Patrouille de France, c'est incroyable, c'est juste fou. J'ai mis quelques jours à m'en remettre, j'étais tout vert à la fin. C'est bleu, blanc, rouge, il y avait le vert en plus. Vous aimez bien vous faire peur? Non, j'aime bien les expériences nouvelles, c'est une expérience. Quand vous voyez la dextérité, vous êtes à 7 mètres de l'avion d'à côté, vous voyez le blanc des yeux du pilote qui est dans l'avion d'à côté, c'est fou.
Ça fait le cœur qui sort de la combinaison un peu. Damien. Alors, il y a beaucoup de questions sur la page Facebook de TV Magazine. On ne va pas pouvoir poser toutes les questions. On s'excuse auprès de Maurice, Alexandre, Bettina, Nicolas également, qui avait une question intéressante. Mais on va prendre une question de François qui souhaite vous faire réagir sur un point d'actualité concernant Patrick Poivre d'Arvor, que vous avez bien connu au JT de TF1, puisqu'il a quitté les rênes du JT, je crois que c'était en 2006, quelque chose comme 2008. ça. 2008, c'est ça exactement. Et du coup, il souhaite savoir comment vous avez réagi lorsque vous avez appris toutes les affaires dont il fait l'objet. On a fait notre... Il est accusé de viol et d'agression sexuelle. Oui, on a fait notre travail comme on l'a fait dans d'autres cas. Nous, on a un critère qui est quand il y a l'ouverture d'une information judiciaire, sauf si c'est quelqu'un de totalement anonyme, on fait ce qu'on appelle dans notre jargon une brève. Donc, on l'a fait pour Patrick Poivre d'Arvor, on l'a fait pour d'autres personnes. Quand ces personnes-là sont condamnées, relaxées, blanchies, on le dit. On suit le cours de l'action judiciaire et on l'a fait avec Patrick Poivre d'Arvor et on l'a fait avec d'autres. Mais vous, à titre personnel, vous l'avez connu, Patrick Poivre d'Arvor. Ça vous a choqué, ça vous a heurté personnellement que ces affaires éclatent au grand public ? Moi, ça m'a choqué, j'ai suivi ça avec de la distance. J'étais pas beaucoup là pendant ces années-là. Moi, j'ai une religion, j'ai un guide, c'est respecter la présomption d'innocence. Et écouter ce qui se dit, à charge ou à décharge, évidemment. Et donc j'essaye dans cette affaire-là d'appliquer les mêmes critères, ni plus ni moins que dans d'autres, de ne pas y ajouter ou doter de l'affect. Voilà, donc j'essaie de le faire. Je trouve qu'on a trouvé une bonne ligne de conduite. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'étouffer ou de faire l'inverse. Voilà. Tout autre chose, prochainement, vous allez retrouver un visage qui vous est familier dans les couloirs du groupe TF1. Il s'agit de Routel Krief, qui a quitté BFM TV il y a quelques semaines pour rejoindre LCI, où elle devrait incarner un rendez-vous, si on a bien compris, dans le cadre des régionales également de la présidentielle. Vous avez travaillé avec elle, je crois que c'est à la fin des années 90, lorsqu'elle était à TF1. Vous piaffez d'impatience de la retrouver? Alors là, c'est une vieille complice. Pendant un an, on a fait une émission difficile. On succédait à Anne Sinclair et à Michel Field à 19h le dimanche, une émission que tout le monde a oubliée, sauf Ruth et moi-même, et quelques téléspectateurs, qui s'appelle 19h dimanche, qui était une émission à connotation politique. J'étais son rédacteur en chef à Ruth, et on a caboté dans ce bateau qui secouait pas mal, et j'en ai reparlé avec elle, bien sûr. C'était une expérience très enrichissante, difficile et enrichissante. Ça nous a tanné le cuir à elle et à moi. Et donc c'est une vieille amie, c'est une super intervieweuse politique, pugnace, respectueuse, qui ne s'en laisse pas compter et qui a de l'expérience. Et là, dans ce qui nous amène à la présidentielle, il reste 15 mois, 16 mois, c'est un renfort qui est formidable. On risque de la retrouver à vos côtés dans le JT de 20h de temps en temps. Qui le sait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on verra. En tout cas, bienvenue au club. Bienvenue à la maison. C'est un peu sa maison quand même. Justement, le point commun aussi que vous avez avec Routel Krief, c'est que vous avez aussi récemment interviewé Nicolas Sarkozy. Et Nicolas, qui n'est pas Sarkozy, mais qui est sur la page Facebook de TV Magazine, a une question pour vous. Il souhaite savoir les relations que vous entretenez avec, parce qu'il a l'impression que c'est chien et chat entre vous dès que vous le recevez sur votre plateau. Alors non, il n'y a pas de relation particulière entre Nicolas Sarkozy et moi-même. En revanche, mais ce n'est pas un secret, Nicolas Sarkozy, quoi que vous pensiez de lui, c'est une bête de télévision et d'interview. On est d'accord là-dessus. Et donc, il va construire une interview, là encore, je ne déflore pas de secret, il va construire une interview, comment dirais-je, contre la personne qui l'interviewe. C'est un puncher, c'est un boxeur. Ouais. Donc la grande problématique, on y a pensé pendant des heures et des heures avant que l'interview ait lieu, avec mon rédacteur en chef, avec Thierry Tuillier, on a pensé, c'est qui suis-je? Pardon, mais qui suis-je? Qui est le patron de l'info, on le rappelle. Bien sûr, qui est mon patron. Et je me suis dit, qui suis-je face à Nicolas Sarkozy? Je ne suis pas son procureur, il avait été condamné quelques heures avant. Je ne suis pas son greffier, je ne suis pas son avocat, je ne suis pas son contempteur, et je n'ai pas à être son électeur ou son ami. Je ne suis rien de tout ça. Et dans la stratégie de Nicolas Sarkozy, mais d'autres hommes politiques le font, et femmes politiques, il veut vous mettre dans un rôle, mais c'est bien naturel. Et moi, je refuse ce rôle. Mais c'est pas grave. Donc il n'y a aucune animosité, et je trouve que l'interview était intéressante, elle était instructive, et jusqu'au bout, il faut être attentif à ce qu'il va vous dire, parce qu'il a l'esprit très acéré. Donc jusqu'au bout, il peut vous mettre dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Il faut faire attention. Mais il n'est pas le seul dans ce cas. On le rappelle qu'il a quand même un passé d'avocat. Mais bien sûr, c'est un bretteur, c'est un plaideur, bien sûr. Gilles, vous restez encore un instant avec nous pour conclure cette interview avec notre rubrique sucré-salé.
Alors c'est une rubrique qui est un véritable déchirement pour nos invités, parce qu'on vous soumet 2 propositions, il nous faut en regarder On qu'une ne peut pas seule. mélanger les deux. Ah non, c'est interdit. Laurence Ferrari ou Claire Chazal? Laurence Ferrari ou Claire Chazal, je n'ai pas le droit de dire les deux. Non. C'est deux. Choisir, c'est renoncer. Je les ai tellement connus l'une et l'autre et dans des talents différents. J'ai plus connu Claire, forcément. Anne-Claire Coudray ou Marie-Sophie Lacaro? J'aime beaucoup les deux, mais Marie-Sophie, on commence à se connaître. Anne-Claire, on est complices et vieux couple depuis des années. On a fait tellement d'émissions avec elle. Vous parliez de Sarkozy, là. Des interviews très compliquées. Donc, pour l'instant, Anne-Claire, mais je suis un homme ouvert. Anne-Sophie Lapix ou Julien Bugier? La concurrence. Sur France 2, ouais. Je vous ai répondu tout à l'heure. Anne-Sophie, on se connaît bien. Julien, je l'ai vu 3 fois dans ma vie. Voilà. D'accord. Voyageons un peu. Washington ou Londres, que vous avez connu? Ça, je refuse de répondre à ça. Ah bon? Non, mais j'y étais infiniment heureux. Washington est une ville qui a la réputation d'être ennuyeuse. J'allais employer un gros mot que je n'emploierai pas. Et j'y étais très heureux. Ouais. Non, Londres, c'est une ville dingue. C'est plus près pour faire les soldes en plus. Plus pratique. Harrods est fermé en ce moment. C'est vrai. Enfin, je crois. Interviewer Barack Obama ou Donald Trump? Donald Trump. Vous allez me détester si je vous dis ça, évidemment. Parce que Barack Obama, pour l'avoir beaucoup côtoyé 2008-2009 quand il était, c'est quelqu'un qui je discute pas, je ne compare pas les talents de chef d'État, mais c'est souvent assez convenu, assez prévisible, assez sous contrôle. Trump, oui. Oui. Que de surprises. Pas Trump, parce que je pense que pour avoir interviewé Poutine et Angela Merkel, j'ai préféré interviewer Poutine, qui, je pense, a l'esprit sans doute moins démocratique qu'Angela Merkel. Donc j'ai fait la différence entre les qualités d'homme ou de femme d'État et d'excitation intellectuelle face à l'interview. Donc Trump, pardon de dire Trump. Et on conclut par une question plus personnelle, cette fois, le marathon ou le semi-marathon? Le marathon, parce que c'est l'épreuve ultime à laquelle on n'est jamais assez préparé. Mais vous allez voir, je vais battre les Kenyans la prochaine fois. Hein. Le 20e sera le bon. On prend date, donc. Non, le marathon, parce que c'est l'épreuve de vérité, c'est un voyage, c'est une aventure, c'est génial. Donc j'attends le prochain qui a été décalé 3 fois. Donc je dis aux organisateurs du marathon de Londres, c'est bon là, vous avez décalé 3 fois, octobre prochain, je serai à Londres, si vous ne décalez pas. C'est dit. Merci Gilles Boulot d'être venu dans le Best-Seller. Vous restez encore un instant avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve à 13h. Aux 20h, pardon, de TF1. Je ne veux pas prendre. Tous les soirs. Il n'y a pas de scoop. Je ne prends pas la place de Marie-Sophie. Marie-Sophie Lacaro, qu'on espère d'ailleurs accueillir dans les semaines qui viennent. Damien, en attendant. Justement, ce ne sera pas pour tout de suite parce que nous, on va s'arrêter pendant 3 semaines à cause des restrictions sanitaires, entre autres, qui ont été imposées par le gouvernement. On reviendra le lundi 3 mai avec un invité que l'on ne connaît pas pour l'instant, mais qu'on espère évidemment prestigieux comme toujours. En attendant, passez de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Merci, ce ne sera pas donc le marathon encore de Gilles Boulot. Il faudra qu'on attende encore un petit peu. Je reviendrai. Merci Gilles et très bon week-end. Merci. À vous aussi, à bientôt.